Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'entamer la cétose de dépérissement. Donc la cétose de dépérissement, elle fait partie de la cétose de type 1 primaire. Se caractérise par deux phases essentielles. La première phase, c'est la phase de début, ou bien on l'appelle aussi les prodromes. Est caractérisée essentiellement par des troubles du comportement alimentaire, par une baisse très importante de l'appétit, un appétit sélectif, au détriment du concentré, de l'ensilage, en faveur de quoi? Des fibres et du fourrage. Elle reste toujours à consommer des fibres et du fourrage. Mais généralement, même la quantité de fourrage et de fibres qu'elle va ingérer est diminuée. Des fois, l'animal peut présenter un véritable piquant. C'est une déviation du goût. Des vaches qui vont s'orienter vers leur matière fécale. Ils sont rares par rapport au type sélectif, au type d'alimentation sélectif, mais ça existe. La cétose de type 1 en général, elle se déroule entre 2 et 6 semaines, 2 après le pas. Donc si vous avez généralement une baisse d'appétit ou un appétit sélectif avec présence de pica, pensez au problème de cétose de dépérissement. La deuxième phase qui caractérise toujours cette cétose de dépérissement, c'est la phase d'état. Généralement, c'est le signe majeur de toutes les pathologies postpartum, c'est la chute progressive de la production laitière, jusqu'à 25%. Nous avons aussi le ralentissement de la motricité du réticulum humain, généralement diagnostiqué comme indigestion. Vous voyez maintenant que le ralentissement de la motricité réticulum humaine n'est qu'un signe d'une pathologie plus importante qui est la cétose de dépérissement. Autour de 2 à 6 semaines, va automatiquement nous faire penser à la cétose de dépérissement chez, bien sûr, la vache laitière haute productrice. Pluripare, donc après 2 jours d'évolution, les symptômes généraux apparaissent. Et là, carrément, c'est l'expression clinique de la cétose. Alors, nous avons donc de l'hypotonie, nous avons aussi de l'abattement, nous avons aussi un amaigrissement rapide. Alors, la lipolyse, plus elle est intense, plus l'amaigrissement est rapide. Donc c'est un signe très important. Les troubles nerveux sont inconstants. C'est très rare de voir ces signes lors de cétose de dépérissement. Donc 80 à 90% des cas, la vache guérit de cette cétose en 2 à 15 jours. Et on l'avait dit que la cétose de type 1 était moins grave, elle était plus gérable que la cétose de type 2. Mais la courbe de lactation ne redevient jamais à un niveau normal. L'explication, elle est très simple. Donc, toute atteinte au niveau de ce début de lactation va entraîner un chamboulement dans le pic de lactation et donc dans la lactation en général. Il faut essayer d'éviter au maximum les pathologies postpartum, les pathologies au début de lactation. La deuxième forme, c'est la cétose nerveuse ou la forme nerveuse. Toujours dans la cétonémie ou la cétose de type 1 primaire. Elle est plus rare. Elle représente 10%. Alors que la cétose de dépérissement représente les 90%. Elle est caractérisée par des signes qui apparaissent souvent soudainement. Et elle est caractérisée par des signes nerveux. Des signes évocateurs d'une atteinte nerveuse. C'est la marche en cercle. Nous avons de l'hypermétrie. C'est une incoordination motrice, caractérisée par des mouvements involontaires qui sont exagérés, soit une flexion exagérée, soit une rotation exagérée. Nous avons aussi de l'ataxie, surtout de l'ataxie du train postérieur. Nous avons aussi de la position de cette auscultation, c'est tête retournée sur l'abdomen. Nous avons aussi de la morose. Alors la morose, c'est une cécité d'origine centrale, sans lésion de l'œil. Lorsqu'on voit l'œil en humain, il n'y a pas d'anomalie, mais l'animal ne voit pas. Nous avons aussi de l'hyperesthésie. C'est une réaction exagérée à toute stimulation. Nous avons aussi des mouvements de mastication avec hypersalivation. Ça, c'est la forme la plus fréquente. C'est une mastication à vide. Donc, c'est une forme qui se développe dans 10%. C'est très rare par rapport à la forme
de dépérissement, 10% des cas de cétose. Donc, nous avons terminé avec la cétose de type 1. Maintenant, on va essayer de voir la cétose de type 2, le syndrome de la vache grasse. Donc, la cétose de type 2 se développe lorsqu'une forte quantité d'AGNE, donc d'acide gras non estérifié, est délivrée au foie. Plus d'AGNE sont libérés, normalement, plus de corps cétoniques sont produits. D'accord? Et d'autant plus que si l'animal est en état d'engraissement très très important, la quantité d'AGNE va être augmentée. C'est pour cette raison qu'on parle de syndrome de la vache grasse. Donc plus notre vache est grasse, plus son BCS est augmenté au moment du velage, plus la libération d'AGNE est augmentée. Donc, c'est des vaches qui ont un BCS supérieur à 4 au moment du velage, qui seront plus prédisposées. Leur catabolisme va entraîner une libération très très importante d'AGNE et le foie, il va être dépassé. Elle est caractérisée aussi par l'utilisation de ces AGNE par les mitochondries des cellules hépatiques est moindre, parce que tout simplement, la CPT1 est inhibée dans ce cas, parce que la glycémie est élevée en début d'évolution. On avait dit que si la glycémie était élevée au début d'évolution, la CPT1, elle était inhibée par quoi? Par une concentration en citrate très très importante et en malonyl-CoA très très importante. Donc si au début, donc les AGNE dans ce cas, ils vont être réorientés vers la formation de triglycérides au niveau du foie. On va voir l'accumulation au niveau du cytosol de triglycérides et la genèse de ce qu'on va appeler la stéatose hépatique. D'autant plus que les capacités à produire des VLDL, c'est des lipoprotéines, very low density lipoproteins. C'est des protéines qui sont responsables du transport des acides gras ou des triglycérides du foie vers la circulation sanguine. Donc, si il y a des VLDL, les acides gras qui sont formés en triglycérides au niveau du foie peuvent être transportés du foie vers la circulation sanguine, ce qui va permettre un dégorgement du foie et une libération d'une certaine quantité d'acides gras à partir du foie. Mais chez les ruminants, le plus grand problème. Premièrement, la capacité de la production des VLDL, elle est faible par rapport au monogastrique, d'autant plus que cette faiblesse, elle est plus accentuée au début de lactation. Donc la voie de dégorgement du foie, elle est minime chez les ruminants, ce qui va entraîner l'accumulation quasi permanente de ces triglycérides au niveau du foie et donc le maintien de la stéatose hépatique. Et on va voir que par la suite, que c'est cette stéatose hépatique qui va empêcher le clinicien à avoir des résultats. Pour cette raison qu'on dit toujours que la cétose de type 2, elle est plus dangereuse que la cétose de type 1 parce que il y a une atteinte hépatique. Le foie ne peut pas être réglé chez les ruminants. Il se développe une stéatose hépatique. La concentration hépatique en triglycérides peut alors augmenter de 5 à 25% en 48 heures. C'est énorme. Donc, le syndrome de la vache grasse se développe dans les semaines qui suivent le part et résulte de l'incapacité du foie à produire du glucose. Voilà, passe par défaut de néoglucogénèse, suite à l'engorgement de ces cellules en triglycérides dans les dernières semaines de gestation. Déjà, la stéatose va commencer les dernières semaines de gestation et elle va continuer lors de début de lactation. Et c'est pour cette raison que la cétose de type 2, on la rencontre plus précocement. C'est entre 3 et 35 jours postpartum. Cette cétose de type 2, comment la reconnaître sur le plan clinique? Alors, l'apparition des signes cliniques est rapide et très rapide, entre 5 et 35 jours après velage. Surtout les multipares hautes productrices, c'est le même problème.
C'est l'état d'embonpoint trop élevé en sortie de période de tarissement. Et on avait dit que c'était des vaches avec des BCS supérieurs à 4 au moment du veulage. Et c'est des génisses ayant reçu un aliment trop énergétique pendant les 6 à 12 mois précédant le part. Donc, deux formes existent. Premièrement, nous avons la forme aiguë, c'est la plus fréquente. Alors, les premiers signes sont peu caractéristiques, ce qui fait que leur diagnostic précoce n'est pas fait. Et donc, au 3-4e jour, quand on se ressaisit, donc la vache est apathique, anorexique, souvent en décubitus. Et là, j'attire votre attention que le syndrome de la vache grasse fait partie du diagnostic différentiel de la vache, du syndrome de la vache couchée. L'amaigrissement est important. C'est des vaches qui descendent à 3, voire 2,75 en une semaine. Spectaculaire. La production lactée est diminuée. Les ruminations et une atonie des réservoirs gastriques. Là, des fois, à la palpation transrectale, vous avez des matières fécales sèches et des fois, vous ne trouvez même pas de matière fécale. Généralement, les signes digestifs ne sont que secondaires. Alors, les muqueuses paraissent cyanosées et parfois, elles sont ictériques. Ictériques, pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte hépatique. Légèrement fébriles dans les premiers jours, vraiment, les premiers jours, fébriles, et ils deviennent très vite hypothermiques. On peut aussi avoir une hypovigilance et une somnolence et coma. C'est les signes d'une encéphalopathie hépatique. Donc, vous savez que le foie, c'est le lieu de détoxification. C'est la transformation du NH3 en urée. Non, si le foie est atteint, cette détoxification ne peut pas se faire. On va avoir un problème d'hyperammoniémie, c'est que l'NH3, il va être libéré par le foie sous forme d'NH3 parce que l'urée ne peut pas se faire, d'accord? Et l'NH3, il a une fâcheuse habitude, c'est qu'il aime le tissu nerveux. Il va entraîner une intoxication cérébrale par le NH3, l'ammoniac. C'est ce qu'on appelle l'encéphalose hépatique ou l'encéphalopathie hépatique. C'est vraiment dans les cas extrêmes. Il existe aussi une forme subaiguë. Les signes cliniques sont plus atténués. C'est des vaches qui vont faire des troubles soit métaboliques, soit infectieux, qui constituent des complications du syndrome de la vache grasse. Parmi les complications du syndrome de la vache grasse, nous avons la cétose, donc cétose de type 2, la forme subaiguë. Nous avons le syndrome de la vache couchée. Nous avons le déplacement de la caillette, la rétention placentaire, métrite et les mammites. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les formes subaiguës, c'est des vaches prédisposées avec un BCS supérieur à 4 et qui font des formes subaiguës plus atténuées, donc plus atténuées sur le plan symptomatologique, mais qui développent quasi systématiquement soit des problèmes infectieux, soit des problèmes métaboliques par la suite. Les rétentions placentaires, les métrites, les mammites, les affections podales, et l'évolution généralement se fait vers la guérison pour la forme subaiguë, contrairement à la forme aiguë qui est la plus importante, donc ça c'est la moins fréquente. Et cette perte de poids très importante, elle va donner par la suite des problèmes de troubles de fertilité et des défauts de gestation par la suite. Mais des fois, nous avons ce qu'on appelle des formes subcliniques ou des formes qui n'ont pas une symptomatologie caractéristique de l'acétonémie. C'est ce qu'on appelle l'acétonémie subclinique. Et l'acétonémie subclinique, ces dernières années, constitue la problématique majeure dans les élevages bovins laitiers. Il va toucher les multipares hôtes productrices dans les 6 premières semaines de lactation, évolue en 2 à 15% vers l'acétonémie clinique. Mais les autres formes de l'acétonémie subclinique vont connaître des pertes économiques directes et indirectes. Et c'est là où va résider le plus grand problème. Si l'acétonémie clinique peut tuer l'animal, l'acétonémie subclinique va tuer l'élevage. Et on va voir que l'acétonémie subclinique a des répercussions sur la production, la productivité de l'animal et de l'élevage en général. On va s'étonner
de l'effet de l'acétonémie sur les différents paramètres de la reproduction et de la production. Donc, au-delà d'un certain seuil de corps cétonique dans le sang, la vache va exprimer ses signes cliniques. Elle est détectée grâce à des tests rapides pouvant être réalisés directement en élevage. C'est une importance majeure pour la détection de l'acétonémie subclinique. Et donc, si vous détectez une subclinique à temps, vous allez éviter l'évolution à 2 à 15% des cas en clinique. Donc, quels sont ces tests rapides? Nous avons le dosage des corps cétoniques dans le lait, le sang et l'urine. D'où l'intérêt économique très important de ces tests. Alors pourquoi on a tellement peur de cette acétonémie subclinique? Donc l'importance de l'acétonémie subclinique en élevage laitier. L'acétonémie subclinique sur l'élevage laitier. Il faut savoir qu'une acétonémie subclinique va entraîner une perte de 1 à 1,4 kg de lait par vache et par jour. C'est une perte qui va être estimée à 4,4 à 6% de la production laitière journalière. Ça, c'est énorme pour un producteur de lait. Deuxième paramètre, la qualité. Un taux butyreux augmenté. C'est-à-dire qu'on va avoir une matière grasse élevée. D'ailleurs, pour différencier entre une acétonémie et une acidose, on dose le rapport matière grasse sur protéines. Le taux protéique est diminué. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution globale des apports énergétiques. Autre paramètre qui va être touché et chamboulé lors de l'acétonémie subclinique, c'est l'acétonémie subclinique et ses conséquences sur la reproduction. C'est une influence très très importante. Là, c'est comment l'acétonémie subclinique va léser les paramètres de reproduction. Développement de kystes ovariens. L'acétonémie subclinique et le système immunitaire jouaient un rôle défavorable sur le système immunitaire. Donc, autre influence de l'acétonémie subclinique, c'est l'acétonémie subclinique et les maladies de production. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un élevage où il y a beaucoup de déplacements de la caillette, beaucoup de métrites, beaucoup de pathologies infectieuses, pensez toujours à l'acétonémie subclinique. Autre influence, c'est l'acétonémie subclinique et l'augmentation du taux de réforme en élevage. Là, il faut revoir le système alimentaire et le système surtout de détection de l'acétonémie subclinique. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer d'entamer les moyens de diagnostic.